Hey, c'est Dame au studio Wisepark. On va faire un petit tour là dans un projet qui est quasiment fini. Mais je pense que c'est assez intéressant d'en parler parce qu'il y a, il y a pas mal de choses à voir qui peuvent t'intéresser. Donc, on va partir par le bas. En fait, ça, c'est un projet qui a une dizaine d'années. Et si tu veux, j'ai repris juste quelques sons. Donc, tu vois, il y a quelques pistes qui viennent de ce projet, notamment ces deux-là. Voilà, le projet il s'appelle On Cue. Et voilà, en fait, je suis reparti de quelques samples de lead, etc., d'effets que j'avais sur ce projet-là. Et je me suis dit, ok, on va refaire toute une track autour de ça en partant de zéro. Donc voilà, on va attaquer par le kick bass pour te montrer un petit peu le contenu et puis la stratégie. Donc voilà, au départ, j'ai mis quelques samples pour faire la base du morceau initial. Et voilà. Donc on attaque avec le kick. Alors tu vois, comme d'habitude, je suis sur Vital pour le kick. Donc ici, tu vois, tu vois, d'ailleurs, normalement, le pitch, il devrait être à -48, mais on est à -47. Ça veut dire que, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est que les kick bass, quand ils sont bien, je les enregistre. Donc, tout simplement comme ça, tu vois, je vais prendre le groupe kick bass, donc je les appelle KBS, et du coup, je lui donne un nom comme ça, et l'idée, bah, c'est de les sauvegarder pour y revenir plus tard. Et tu vois que en fait, ces kick bass, ils ont à chaque fois leur particularité. Et là, bah, normalement, je devrais pas être à -47, mais ça veut dire que sur la track d'avant, et bah, tu vois, j'avais déplacé un tout petit peu le pitch directement dans le VST, puis c'est pas ouf. Donc voilà, alors hop, tu prends ton projet trans là, et fou, tu glisses ça comme ça. D'ailleurs, on va le faire, je crois que je l'avais déjà enregistré et vu qu'il a eu beaucoup de modifications, on va en faire une deuxième version. Voilà. Donc, ce petit kick, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il est tout à fait classique, sine, voilà, tu vois, phase à zéro, random à zéro. Euh, Tiens, beaucoup de sustain et de decay, enfin sustain à fond, ça c'est sûr, mais je sais pas pourquoi le decay est aussi ouvert, ça c'est pareil. Il était réglé comme ça, mais finalement on s'en fout puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est les LFO. Donc il y a ce LFO qui fait la descente de pitch. Donc tu vois, je fais toujours 3 points. Et on a la shape de volume qui est là. Euh, voilà. Et en fait, voilà, pas d'effet, rien du tout. Ah si. Ouh là là, c'est quoi ce kick? Bon, après il sonne bien, mais tu vois, les multibandes sur les kicks, en général, j'essaye d'éviter parce que pour la phase. Mais si ça sonnait bien, là apparemment je l'ai utilisé pour ramener un petit peu d'aigu. Voilà, une petite distorsion qui est tu vois, à peine active avec un mix un petit peu baissé. Là on a aussi un petit point d'égalisation pour couper un petit peu. Donc là on est à quelle fréquence? On est à 260. Voilà, voilà. Là on a vu, je pense, toute la base du kick. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va saturer un petit peu avec un tone assez ouvert, là aussi pour faire remonter de l'aigu, et finalement contrôler aussi un petit peu le bas, mais c'est surtout pour rendre le bas et le haut plus homogènes. Voilà, parce qu'en vrai, ça contrôle pas tellement le bas, ça va plutôt faire monter le haut. En fait, ça dépend de la valeur de tone. Ensuite, un EQ, tu vois, qui là aussi remonte largement le haut, et qui monte aussi autour de 153 pour le knock du kick. Ensuite, on a une compression assez hard hein, et en wet maximum d'ailleurs. Par contre, un relâchement hyper rapide. Donc lui, en plus en RMS, là aussi c'est bizarre que j'ai utilisé ce truc comme ça, mais bon. Ensuite, on a encore un EQ et encore un autre EQ. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu fais autant d'EQ? Et ben parce que s'il faut, ben je fais ça et pour pas trop charger mon EQ, j'en fais un autre qui fait ce que je veux. Ensuite, on a un standard clip et c'est là où tu vois que le standard clip, je lui change rien en gain d'entrée ni de sortie. Il n'y a pas de ceiling, donc on est à zéro. Et par contre, tu vois, le soft clip saturateur, on le monte de manière quand même assez importante. Donc sur un kick, en fait, tu peux te permettre de monter
cette valeur assez haute sans avoir de problème. Donc évidemment, on pourrait même la monter plus haute, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se laisse un petit peu de marge, puisque le kick est dans un groupe. Donc ce groupe-là qui contient les basses, en tout cas la basse principale avec quelques autres basses, en l'occurrence il y a 2 pistes de rajout de basse. Et voilà, on va passer maintenant sur la basse principale, donc elle, pareil, très simple. Voilà, on a spread à 0, on est phase random à 0, on a utilisé une Sawtooth avec 2 filtres. Tu vois, il y a un filtre ici, un autre filtre là. Les deux sont à 12. Après, des fois, j'aime bien mélanger, tu vois là, une pente à 12 avec une pente à 24. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces filtres? Ils filtrent, mais ils filtrent aussi de manière... ils filtrent dans le temps, donc avec l'enveloppe 2. L'enveloppe 2, elle est là. On va zoomer dessus. Et voilà, elle fait tout simplement ça. Tu vois, donc avec une valeur de decay comme ça. Et on a une enveloppe 3 qui est pour l'autre filtre. Alors pourquoi 2 enveloppes? Bah justement, ça donne un peu plus de contrôle. Et pourquoi 2 filtres? Et ben c'est pareil, ça donne plus de contrôle. Donc j'aime bien utiliser ça comme ça, avec 2 filtres. Et tu vois qu'en fait les deux... ah oui, tu vois, oscillateur 2, ça sert à rien de le mettre, mais de toute façon il n'existe pas, donc c'est pas grave. Donc il y a le premier filtre qui est sur l'oscillateur 1, et le deuxième filtre qui est sur le filtre 1. Il reprend le signal. Voilà, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Rien, hein. On n'a rien. Regardons dans les effets. Un tout petit peu de drive, tu vois, enfin, un peu plus que sur le kick d'ailleurs. Mais bon, la distorsion interne à Vital, j'ai tendance à plus trop l'utiliser, tu vois. Voilà. Donc là, on a le kick et la basse. La basse, qu'est-ce qu'elle a en effet? Elle a un multiband dynamique, toujours pareil, je garde un petit peu ce trick parce que je trouve ça super intéressant, tout simplement pour les filtres. Donc en fait c'est pour faire bouger la phase. Si j'ai besoin, si j'ai des shifts de phase, et ben ça m'aide en fait à faire revenir la phase à l'endroit où je veux, qu'elle devienne bien équilibrée. Donc on a ça, on a une une simulation d'ampli là, avec un preset bass roundup, voilà, je me suis mis en blues. Ensuite, on a une compression. Alors là, toujours pareil, j'ai ma petite façon de faire ça, c'est-à-dire que lui, il va chercher le kick, hein, le ducking, donc il va chercher le kick. Par contre, je vais chercher le kick, mais dans ce qu'il a de opérateur pré-FX. Donc ça, si tu connais pas la technique, je te le remontre là, mais j'ai un tuto, même sinon ouais, si je te le dis maintenant direct. Donc si tu veux, ici dans la piste kick, j'ai 2 pistes. J'ai une piste aussi opérateur, qui, elle, en fait, tape en même temps que le kick, mais en fait est très très courte. Mais vraiment, c'est un petit clic qui est extrêmement court. Et pourquoi j'utilise ce clic court? Eh ben, c'est parce que c'est le compresseur qui va utiliser ça. Et ce clic qui est si court, eh ben, il va nous donner plus de rapidité pour que le compresseur fonctionne. Donc ça, super technique. Voilà, donc ici... On a un clic hyper court, j'ai monté le volume à fond parce que comme le clic est court, en fait on a envie de beaucoup de patates. Et ensuite j'ai mis utility infini, donc le gain à l'infini, donc il n'y a pas de son du tout qui sort. Donc il n'y a pas de son qui sort, par contre il y a un clic avant utility. Donc c'est pour ça que quand je demande un sidechain ici, je vais lui demander pré-FX. Comme ça il va prendre le clic, mais il n'y a pas de son qui sort de l'opérateur. Voilà, comme ça je te l'ai dit. Ensuite, utility pour renverser la phase. Alors ça c'est pareil, moi j'utilise beaucoup ça dans mes kick bass, et même des fois sur le snare, quand je vois qu'il y a quand je vois que le snare finalement il est en conflit avec autre chose, bah, je flippe la phase pour voir si finalement, au lieu de faire une sommation en plus, et ben, on fait une sommation où il y en a un qui est plus au niveau de la phase et un qui est en moins, ce qui fait que finalement la phase s'adoucit. Et donc ça c'est très utile pour trouver qu'est-ce qui va marcher le mieux en termes de ressenti et de phase. Ensuite on repart sur un autre roar, donc une autre statue, avec là tu vois beaucoup de menthe et un tone aussi toujours assez haut, voilà, en wet maximum 100%. Ensuite on a un EQ avec un filtre passe-bas, et même 2 filtres passe-bas. Tu vois, il y en a un qui est léger, qui se trouve tout en bas du spectre, et tu en as un
beaucoup plus pentu, qui se trouve proche de ce que je veux couper réellement. Après tu vois qu'on est à 24 Hz, donc on est quand même bien en dessous de ce qu'on veut donner, mais comme on a une pente, évidemment, et puis comme on veut pas exploser la phase, eh ben, on a tendance à faire ce genre de choses. Moi quand je filtre en passe bas de manière assez radicale comme ici, j'aime bien justement remonter autour de la fondamentale de la basse pour avoir quelque chose d'un peu plus massif, et donc ça permet de redessiner, de modeler un petit peu la basse dans son bas de spectre. Ensuite on calme un petit peu vers 150, mais là c'est sur cette basse en particulier, parce que ça dépend vraiment de la basse en question. Là aussi un peu plus d'aigu pour cette basse en question. Et là on passe à un autre sidechain qui est juste un sidechain de gain, donc automatique avec un shaper, et ça maintenant je le fais tout le temps, parce que évidemment si tu veux ça se cumule avec ce sidechain là, et je trouve ça très intéressant parce que ce sidechain il va avoir une façon beaucoup plus j'ai envie de dire un peu moins précise en fait, et là ça va être beaucoup plus précis, et les deux vont te permettre de vraiment définir le groove exactement comme tu le souhaites. Il y a aussi une deuxième action que je trouve super intéressante avec ça, c'est que là vraiment si tu veux il coupe donc à 100%, il coupe le son à 100% et t'es sûr ici qu'il n'y a pas de son. Et ici tu vois que j'ai tendance à revenir bien assez... j'ai tendance à revenir, si tu veux, dans le temps, assez fort. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que si tu fais par exemple comme ça ou très proche, eh bien ça chie, ça fait en sorte que ton son dépasse un petit peu, et puis donc ça te fait shifter le clic de ton prochain kick. Donc moi j'ai tendance quand même à bien contrôler la fin ici, et de faire un record pour vérifier que l'intro du kick, le transient est vraiment respecté. Donc ça aussi pareil, bon trick. Voilà, donc deux sidechains, et ensuite on passe à un clipping, avec aussi beaucoup de valeurs. Donc tu vois, rien en gain, rien en sortie, pas de ceiling, et une valeur de saturation qui est quand même assez poussée. Ok, alors le but c'est de rentrer maintenant le kick et la basse dans le groupe. Et si tu veux, qu'est-ce qu'il va avoir ce groupe? Il va avoir une saturation. Alors là, tu vois, je suis descendu dans le tone, ce qui est très rare. Donc ça veut dire que là, je sature quand même dans le bas. Et ça, en général, je le fais pas. Je préfère justement ne pas toucher au bas du spectre, puisqu'on est sur une sine. Et la sine, j'ai envie de la laisser propre, et de plutôt faire des harmoniques sur le haut de la basse, donc le haut de la basse, les bas médiums et les hauts médiums. Donc voilà. Mais tu vois, ce projet est un petit peu particulier en fait, mais par contre, comme il sonne, enfin voilà, j'ai fait des réglages qui ça va, ça sonne bien, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais tu vas me dire, j'aurais pu te montrer quelque chose de plus standard, mais je t'ai déjà montré des choses plus standards. Sur le groupe, bah ici j'ai du FX si tu veux pour ma prod, donc j'ai un filtre passe-bas qui en fait est éteint, et dès que je vais ouvrir la macro, tac, il s'allume, et ça permet de pas venir polluer le son quand il n'est pas actif, et idem pour le haut du spectre, donc là hop, c'est pour couper le haut, voilà, assez classique, un bit repeat, donc qui est paramétré sur, tu sais, il est très simple en fait, il fait répéter le son, voilà, de 1 barre à 256. Voilà, donc ça c'est pour du FX. Et on a fini le groupe. Alors on va essayer de faire quand même une vidéo qui dure pas 6 heures. Donc ensuite j'ai quoi? J'ai un bus pour tout ce qui est drum. Donc on va regarder en fait directement le clipper de ce bus drum, qui là aussi en fait ressemble tout à fait aux autres clippers qu'on a vus jusque là. Donc ici je clip, pourquoi? À chaque stade, évidemment, bah, c'est pour venir couper un petit peu les transitoires, de manière aussi à me laisser du headroom pour la sommation master. Voilà. Donc cette drum, elle est vraiment très simple, dans le sens où voilà, on a un crash, on a quelques petits des sons ici que j'ai chopé, j'ai fait du record sur des sons naturels, tu vois, on a ça. Voilà, c'est des sons un tout petit peu complexes, mais qui ont beaucoup de transitoires. Donc que j'en ai mis de temps en temps quand il fallait. Ensuite, donc on a vu le noise, là, le crash. On va s'en écouter, hein, parce que voilà, mais c'est vraiment du noise assez classique, avec un petit peu de FX, j'ai bouncé tout ça. Voilà, avec un sidechain aussi.
Le sidechain, j'aime bien qu'il soit pas trop marqué sur le noise en général. Tu vois, là, il est quand même assez marqué. Voilà, on a quoi d'autre? Donc tu remarques que la plupart des trucs sont bouncés, donc je vais pas y passer beaucoup de temps puisque tu vois pas le fond. Mais tu remarques que même quand j'ai bouncé, ben voilà, je vais encore rajouter quelques petits étages de finition quand c'est nécessaire. Tu vois, donc là on a aussi des transitoires assez marqués, puis faire un petit peu de groove sur le... Rajouter un petit peu de son en syncopé, etc. Pour nourrir un petit peu la partie rythmique. On a une cymbale, donc là aussi ça peut être assez intéressant de te la montrer. J'aime bien mettre un vocodeur pour faire un petit peu de noise en plus. Je le mets en left-right et un petit peu de dry-wet. Tu vois, ça va te donner de la stéréo et aussi ce petit grain avec le noise de vocodeur que j'aime beaucoup. Et tu joues aussi sur Def qui va te changer vraiment ton grain de noise et c'est super intéressant. Ensuite, une petite compression assez classique. Là, c'est vraiment pour ramener le corps, du sample. Ensuite, une saturation où tu vois le tone très aigu ici, avec pas beaucoup de amount pour pas trop défoncer non plus, parce que c'est facile dans les aigus de faire un petit peu trop de saturation et c'est plus difficile de le sentir parce que c'est des aigus donc ça peut c'est juste, ça va paraître brouillon, et dans ce brouillon, il va y avoir un petit peu de distorsion qui peut passer inaperçu, donc il faut faire quand même attention avec la saturation. Par contre, j'utilise toujours de la saturation sur les cymbales, snares, etc. Parce que tu vois qu'en fait, il faut les rapprocher in your face, donc c'est très utile. Et ensuite, tu remarques que souvent, j'utilise la saturation avant l'EQ, mais ça, c'est un choix artistique, c'est que je trouve que ça permet de plus facilement modeler le son, mais c'est peut-être un peu moins naturel, puisque quand tu vas mettre ton roar après l'EQ, et ben tu vas avoir des harmoniques qui vont se générer par-dessus ta courbe, et tu vas avoir quelque chose de plus naturel, mais de moins modelé, de moins défini, finalement, dans ton EQ. Ton EQ va moins se sentir. Et voilà. En fait, de temps en temps, je le mets après, mais ça va vraiment dépendre de... Je te conseille en fait de tester, parce que ça sert à rien de trop parler. Avant, voilà, j'ai appris ça hier en grattant avec ChatGPT, donc je t'en parle parce que ça c'est assez intéressant, je voulais en parler à un pote, du coup je vous le dis à tous. C'est que j'ai remarqué que sur des sons complexes du type du sample avec des sons complexes, surtout des sons de la réalité, et bien quand tu mets un roar après l'EQ, tu vas avoir tendance à faire... Si tu mets un roar après les Q et que tu mets un spectrum par exemple et tu montes bien les valeurs de roar, tu pousses un petit peu la satu, tu te rends compte qu'en fait tu vas avoir du contenu qui va se créer en dessous de la fondamentale. Donc ça c'est... voilà, pour moi je considère que c'est très dangereux. Et donc j'ai vu avec ChatGPT qui m'a fait faire un test, il m'a dit bah non, normalement non. Donc essaye avec une sign, tout simplement, avec Operator, et fais l'expérience et dis-moi si tu as du contenu en dessous de la fondamentale. Effectivement non. Donc sur des sons simples, ça n'arrive pas. Par contre, sur des sons complexes, eh ben oui, ça peut arriver. Et donc tu le vois au spectrum, et quand ça arrive, bah, fais attention, parce que oui, ça peut vraiment venir polluer tes éléments dans le bas du spectre. Donc moi je croyais que ça le faisait sur tous les sons, et en fait non, ça dépend de la complexité du son. Et même là, je pense que ça ne le fait pas forcément sur tout. Par contre, je t'invite à rester attentif, si tu mets le roar après, n'hésite pas à mettre un spectrum, pour vérifier si t'es propre. Voilà. Parce que des fois, c'est assez sexy au niveau de l'audio. Voilà, t'as du corps qui se crée en dessous, et tu te dis, ah ouais, super, bah là, j'ai rajouté finalement du corps à mon son, et pour un lead, c'est super. Oui, mais par contre, faut pas que ce lead, il vienne emmerder ton kick bass. Donc vraiment, gère ça de manière consciente, et ça se passe bien. Ensuite, on a quoi? On a un petit slow and steady, donc ça, c'est un preset là, de phaser ou de chorus, je sais plus. Et on a sa utility que je mets souvent en fin de piste quand j'ai besoin de faire des automations de volume. Voilà, donc il y avait des choses à dire quand même sur cette cymbale. Ensuite on passe sur le snare et on a deux snares. Donc on a celui-là.
Voilà, tu captes bien le rôle de chacun et tu te rends compte qu'en fait il y a très peu de volume, tu vois. Ben oui, il y a très peu de volume parce que dans la psytrance, souvent tu pousses quand même ton kick bass au maximum, j'ai envie de dire. Et finalement, il n'y a plus beaucoup de place pour des éléments puissants comme un snare. Donc voilà, là le snare, faut vraiment le négocier, il faut le travailler de manière assez pointue. Et moi ce que je fais justement, c'est souvent je le sépare, mais c'est pas obligé de le séparer. Et souvent aussi je change de sample de snare pour voir quand j'ai vraiment des problématiques, que ça écrase le kick. Et je teste plusieurs samples de snare et plusieurs traitements, plusieurs EQ pour trouver le mariage parfait avec le kick bass. Et c'est vraiment pas évident. Donc voilà, là je suis arrivé sur ces deux pistes qui ensemble ça fait ça. Donc voilà, avec ici donc on a le knock et de la saturation avec le tone très ouvert vers les aigus, un EQ très franc, très violent, tu vois, avec un passe-bas voilà, qui se centre sur la fondamentale, ensuite un gros trou pour laisser de la place dans les médiums justement à tout ce qui est lead, etc. Et éventuellement au haut du snare, mais là pour le coup le haut du snare je l'ai vraiment cuté très haut. Ensuite on a un Pro Q4 qui lui fait du sidechain, voilà, puisqu'il écoute le kick, donc en fait il se fait éclater par le kick. Alors tu vas me dire bah oui mais c'est pas productif, mais si, parce que là il est dans la fonction spectrale dynamique, ce qui fait qu'en fait il va aller chercher les fréquences qui rentrent vraiment en conflit. Et du coup, c'est là que c'est assez intéressant. En général, je fais pas ça. Mais si tu veux, j'ai pas mal galéré sur ce snare parce que le kick bass est vraiment powerful, ce qui fait que j'ai été obligé d'en arriver là. En général, je déteste faire ça puisque quand tu regardes ici, tu amènes la souris et tu regardes ici la valeur qui t'affiche et tu vois que, ah ouais, on a 5120 samples de latence. Ce qui correspond à 116 millisecondes, c'est énorme. Donc pour un snare, en fait, ça peut finalement correspondre puisque ça va te décaler légèrement, mais sur un snare, en fait, ça peut créer du groove. Donc voilà, là aussi, il faut faire ça de manière consciente. Ensuite, j'ai un wider pour faire voilà, amener le snare en stéréo. Et tu remarques qu'il est coupé à 450 environ. Voilà. Ensuite, j'ai une inversion de phase. Donc tu vois que là, le snare m'a vraiment fait galérer. Une baisse de volume, des points d'EQ et un clipper avec là aussi beaucoup de soft clip saturator. C'est vrai que je suis assez fan de ça et j'ai fait pas mal de tests, j'ai l'impression que ça dérange pas trop, mais voilà, faut faire quand même attention à pas abuser, surtout quand tu les empiles, quoi. Voilà, donc on a parlé du snare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une percu, c'est tellement... Donc en plus elle est bouncée, donc il n'y a pas grand chose à dire. À l'oreille, je vois que voilà, les transitoires ont été poussés et j'imagine qu'il y a un drum, comment ça s'appelle là? Tu sais ce qu'ils ont sorti il y a un moment, que j'utilise plus trop maintenant parce que il est traître quand même, il te pourrit le son. Comment ça s'appelle là? C'est drum. Ah là là, Drumbus. Ouais, attends, je vérifie parce que quand même je l'utilise plus beaucoup. Oui, c'est bien ça. Donc Drumbus, ouais, pareil, avec parcimonie parce que c'est assez violent. Mais je trouve sur des percus, justement, ça peut te les amener dans la gueule et puis faire en sorte que les transitoires soient très très choquants. Et voilà, là c'était le but, je pense, sur cette piste. On a quoi d'autre là? Ok. Voilà, donc ça c'était une drum qui appartenait à OnQ, mon projet enfin la track de base. Et tu vois que là, du coup, ok, il y a pas mal de choses dans cette piste, et c'est pour ça aussi que je l'ai quand même bien baissé en volume. Elle contient même de la reverb, elle contient du FX, tu vois, du changement de pitch et tout ça, donc c'est quelque chose qui est assez riche. Donc là aussi, ne pas faire attention à le maîtriser, notamment avec le reste des pistes. Donc voilà. Maintenant, on a vu tout le groupe drum, donc je vais peut-être te faire écouter l'ensemble du groupe, par exemple ici, là où on est, juste pour que tu aies l'ensemble. Et regarde tu vois que le groupe il est à -2 aussi, tiens.
Donc qu'est-ce qu'on voit? Sur le spectre, en fait, on est quand même assez plat, tu vois. On fait une courbe montante parce que on peut pas trop se permettre d'être bas dans le spectre avec du volume. Donc tu vois, la courbe, elle est assez douce, montante comme ça. Voilà, donc je te disais, ici on est à -2 sur le bus, et je t'ai pas dit, on est à -2 aussi sur le kick bass. Ça pourquoi? Ça va être pour le master, se laisser un petit peu de headroom et justement venir gluer avec le soft clip saturator l'ensemble de la sommation, et justement que tout le monde ait un petit peu de la place en termes de headroom. Donc voilà. Ça aussi, tu sais qu'avant je le faisais pas, je mettais tout à balle au niveau du kick bass, etc. Puis j'étais toujours très embêté pour venir faire mon mix. Alors après, c'est un apprentissage qui est assez intéressant, puisque comme tu n'as plus beaucoup de place, vraiment plus beaucoup de place, tu vas être obligé d'être très précis, de faire des choix d'arrangements qui sont stricts. Et en vrai, c'est assez cool, parce que tu sors de là avec quand même beaucoup de skills. Donc voilà. Par contre, maintenant je suis revenu à quelque chose de plus normal, c'est-à-dire de se laisser de la headroom. Et voilà. Parce qu'avant aussi, je fonctionnais, je mettais rien sur le master, je mettais standard clip. Et du coup, je pouvais pas venir gluer avec standard clip, et je trouvais pas de solution qui me convenait, du style tout ce qui est ozone, etc. Machin. Je trouve que ça fait un son dégueulasse, que ça écrase les transitoires, etc. Alors peut-être il y en a qui arrivent à des super résultats avec ça, mais comme je l'avais sûrement dit avant, moi je considère que c'est Ozone, par exemple, c'est quelque chose qui est fait pour les gens qui traitent de l'audio, et notamment qui traitent l'audio des autres, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le choix de retravailler la prod, et ce qui fait que ça doit être un outil très efficace pour ça. Mais que quand tu as le choix de retourner sur la prod, il faut retourner sur la prod, et en fait, t'as pas besoin de grand chose, quoi. T'as pas besoin de tous ces outils qui sont qui font du grabuge, quoi, en fait, hein, vraiment au niveau de l'audio. Donc voilà. Après ça, voilà. Je pense que les gens qui font tout sur Ableton ou autre, ils ont vraiment intérêt à se méfier notamment les débutants, se méfier de ce genre d'outil qui peut être très puissant, mais qui peut aussi te foirer complètement le résultat, alors que tu avais déjà plutôt bien bossé au départ. Donc attention. Voilà. Ok, on passe au bus de lead. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer d'écouter un petit peu? Par exemple, là aussi, à cet endroit. Ok, un autre endroit, juste comme ça. Voilà, un beau petit cello, là. Voilà, ça c'est pas très psytrance, mais voilà, je l'aime bien. Et d'ailleurs, je crois que ce cello peut-être appartenait déjà au... Non, en fait, je crois pas. Le cello, c'est là. Donc, il a été gelé. Je sais pas s'il appartenait au truc de base, mais en fait, on s'en fout. Voilà, donc on a des arpèges avec pas mal de FX. Voilà, on a deux arpèges qui se chevauchent. Donc on a celui-là que j'ai rajouté. Donc ça c'est un analogue avec un tout petit peu d'FX, un spectral resonator d'ailleurs qui est en automation de temps en temps. Pareil pour Roar, pour pousser un petit peu au moment où le lead doit ouvrir vraiment, tu vois, avec aussi automation de fréquence sur le haut. Du sidechain pour le kick. Ah oui, et là très intéressant, donc je prends des références aussi, comme tout le monde, et je te conseille d'en prendre. Et c'est vrai que plus tu avances, en fait, moins tu prends de références, mais tu te rends compte à chaque fois que tu reprends une référence que oui, c'est très intéressant. Et pardon. Pardon. Ah, je vais pas couper, désolé. En fait, ce qui est cool quand tu prends des références, c'est que tu peux t'approcher d'une esthétique et tu as des repères qui sont assez solides. Et là, j'avais écouté, moi, souvent ce qui me motive, c'est j'écoute des sons et de grands artistes, et je me dis, ah ouais, mais tiens, j'aime bien cette ambiance ou ce rendu, ce mix, ce master, voilà, donc ça va me motiver en fait, et ça va me motiver tellement que hop, je me dis tiens, je vais me mettre sur un nouveau track, et je vais toujours garder cette référence sur ce track pour voir si finalement ça me motive à
à arriver à un résultat intéressant. Et en général, si tu veux, je tiens pas la barre à essayer de ressembler à l'autre, mais finalement, ça m'apporte. Donc, il y a ma propre créativité qui vient se plugger sur le projet. Et ce qui est bien, c'est que souvent, la créativité, elle est un petit peu trop. On part un petit peu trop dans tous les sens. Et d'avoir aussi une référence, même en termes de séquençage, voilà, d'arrangement, quoi, et ben ça peut être très utile. Et du coup, en fait, là, donc j'avais un petit peu lâché la référence à un moment, et quand j'y suis revenu, je me suis dit, ah oui, attends, en fait, au niveau de la stéréo, on n'est pas du tout pareil, et même au niveau du spectre, j'avais mis plus de basses que... donc la référence, c'était Ace Ventura, avec... enfin bref. Et lui, il avait fait quelque chose de beaucoup plus propre en termes de diffusion, c'est-à-dire que son son, c'est sûr qu'il allait beaucoup mieux passer sur les différents systèmes, et il avait plus de stéréo, notamment dans le bas médium. Donc, je suis allé sur certains leads pour faire quelque chose que je fais très rarement, de l'EQ MS. Voilà, donc voilà, sur le S, bah voilà, j'ai poussé un petit peu sur l'ensemble de la partie, on va dire radiophonique, l'ensemble de la partie qui doit sonner bien partout. Donc ça se trouve sur ce lead et sur un ou deux autres leads où justement je voulais, tu vois, il y a celui-là, mais plus on n'est pas sur la même fréquence. Ah non, ça c'est le mono, oui, tu me diras le stéréo, tu vois. Il est un petit peu poussé, un peu sur la même fréquence mais moins. Hop, on a quoi d'autre? Ici aussi. Mais je pense que je l'ai pas mis partout non plus pour pas avoir le même genre de sonorité partout parce que ça faut faire attention. Donc j'ai pris des leads qui sont, tu vois, je l'ai mis sur des leads qui sont assez présents sur tout le long de la track pour donner ce corps stéréo un petit peu tout le temps. Voilà, voilà la logique. Donc juste je te fais passer quelques instruments. Tu vois, ça c'est l'arpège très simple qui va venir un petit peu faire de la rythmique avec un petit peu de saturation là, tu vois, tu l'entends. Donc ça c'est des sons de perché ben voilà, que j'avais sortis à la base il y a 10 ans. Quelle horreur. Ça fait 26 ans que je fais du son. Quel enfer. Oh, c'est une maladie en fait. C'est une maladie. Une fois que ça te pique. Alors, quoi d'autre? Voilà, on a des trucs un peu riser, etc. Bon, je pense que ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. On a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà, après tu sais sur quelques leads, quelques FX en macro, tu vois, quelques macros aussi sur du FX, du délai, etc. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je sens que j'oublie les trucs que je voulais te dire. Ouais. En tout cas, hésite pas à utiliser l'IA pour... parce que justement, j'ai utilisé ChatGPT hier pour en fait confirmer ce que j'étais en train de faire par rapport à ma référence et à ce que j'étais en train de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ChatGPT, il est capable, tu peux lui donner... donc là, j'ai fait un petit record en MP3. Donc je fais un record en MP3. Pourquoi C'est parce que le son de Ace Ventura que j'écoute donc comme référence, en fait, celui-là, il était sur SoundCloud. Quand j'adore un son, normalement, je l'achète et je prends le Wave pour. Mais c'est rare, en fait, je fais pas du tout ça tout le temps. Et ce qu'il y a, c'est que, du coup, comme j'ai enregistré le Ace Ventura en MP3, puis je l'écoute en MP3, et ben évidemment, il faut que j'enregistre comme donc dans mon live là, je l'enregistre aussi en MP3 pour avoir vraiment le même, les mêmes problématiques de MP3. Et du coup, ces petits, j'ai enregistré 1 minute donc de mon projet, ce que j'étais en train de faire, et 1 minute de Ace Ventura, évidemment à des passages qui se ressemblaient, quoi, donc vraiment dans les drops les plus costauds. Et j'ai fait analyser ça à ChatGPT en lui disant, bah voilà, fais-moi une analyse complète avec tout ce que tu es capable d'analyser. Et en fait, là, j'ai vu que ouais, ça progresse vite parce que j'avais déjà fait ça, je pense, il y a 1 an, et j'avais pas du tout les mêmes résultats. Il me disait, ben ouais, je suis capable de rien quasiment à part d'analyser l'amplitude et même pas le spectre. Et là, maintenant, il peut analyser la stéréo, le spectre, la dynamique, la distorsion et plein de choses vraiment hyper intéressantes. Et c'était génial parce que du coup, il m'a confirmé tout ce que je sentais. Et il m'a même mis des pistes, mais surtout il était beaucoup plus précis, parce qu'il m'a dit, bah lui il a plus de stéréo, déjà en commençant autour de 250, il a beaucoup de stéréo dans le bas, et en fait sa stéréo va baisser dans les aigus. Et ça, tu vois, moi à l'oreille, eh ben, je l'avais pas capté.
Moi, j'avais beaucoup plus de stéréo dans les aigus sur mon projet, et j'ai moins de stéréo dans le bas médium. Et du coup, bah, tu vois, j'ai pris ça en compte parce qu'effectivement, dans les aigus, faut faire attention à pas mettre trop de stéréo parce que déjà, ça sert à rien, et puis ça va te faire perdre. Ça va être moins professionnel parce que dans le haut, t'es tellement noisy que mettre de la stéréo, ça va te faire du phasing un petit peu. Tu vas avoir un petit peu comme le phasing chorus. Et bah, c'est pas très intéressant parce que t'aimes plutôt avoir du noise qui va. Voilà. Et tu vas avoir toutes les précisions que tu as obtenues avec tes cymbales, etc., eh ben, il faut que tu restes dans cette précision-là. Donc fais attention à descendre un petit peu la stéréo à partir de 8-10 kg. Voilà, pour être précis. Ouais, je pense qu'on est bon. Ah, on n'a pas vu les effets sur le groupe Up. Voilà. Donc sur le groupe Up, j'ai mis ça. J'ai mis ça. Et ça, c'est pareil, j'ai tendance à pas le mettre, sauf cas de problème. Donc tu vois que même là, sur tout le groupe Up là, qui contient donc les FX, les leads, etc., j'ai coupé aussi les aigus, vraiment le très haut. Remonter un petit peu autour de 5 kg, parce qu'il faut savoir qu'autour de 5 kg, tu vas avoir des présences qui sont assez intéressantes. Donc dans le lead, j'aime bien donc faire un EQ qui là, en l'occurrence, va gluer un petit peu, parce il va s'occuper de tout le contenu, voilà, de tout le groupe. Et donc, il va apporter quelque chose au groupe qui... voilà, ça c'est un petit peu un EQ de mastering, si on peut dire, mais donc sur le groupe, donc c'est un EQ de bus, voilà, simplement. Et qu'est-ce que j'ai fait derrière? Bah, c'est ce ProQ qui, lui, il va faire deux choses. Il va, de manière spectrale dynamique, baisser la dynamique qui va aller trop haut. Donc tout ce qui est très agressif, en fait, là où il y a trop de dynamique, eh ben, il va venir calmer un petit peu tout ça. Donc il va calmer ça sur, je vais te dire le nombre de dB. Donc ici, on peut voir sur une dizaine de dB. Donc voilà, sur une dizaine de dB c'est énorme, mais comme il travaille de manière spectrale, il va travailler sur les pics. Donc 10 dB sur les pics, c'est pas complètement dingue. Et par contre, je remonte ici le lampe, le volume, à plus 7. Donc voilà, on descend moins 10 de manière spectrale, par contre on monte l'ensemble à plus 7. Donc là c'est upward compression, on monte. Et enfin c'est pas vraiment de la compression, c'est juste du volume, mais finalement ça fait cet effet là quoi, puisque bref, on a un compresseur classique qui va venir baisser les crêtes, et par contre on remonte le... Donc c'est vraiment l'effet d'un compresseur classique. Par contre, j'utilise ProQ4 parce que dans la compression classique on n'a pas le côté spectral. Voilà. Et donc sur le master, extrêmement simple, ben, on a ça avec pas de gain en entrée ni sortie. Par contre, ce coup-ci, on a le Selling On, puisque là, ça va être la sortie master. Et ici, je me mets en moins 0,3 par habitude. On peut se mettre à moins 0,1 si tu veux. Mais moins 0,3, ça me paraît un tout petit safe. Et je t'avoue que j'ai jamais eu trop de problèmes avec les histoires de conversion MP3, etc. Donc voilà. Moi je reste à TOC, à moins 0,3, et basta. Et je fais mes exports aussi en 32 bits float. Et les 32 bits float, je les donne directement quand je publie sur internet. Et j'ai jamais eu de problème de conversion. Voilà. Alors, on va peut-être parler aussi du master ici, de Yulin Loudness Meter, parce que c'est intéressant d'analyser. Donc je vais te faire passer vite fait un ou deux endroits où ça pète pour qu'on ait le rendu total de la track. Donc je vais enlever s'il y a des solos. Allons-y.
donc ça sert à rien d'écouter plus. En fait, moi je voulais juste avoir voilà, une analyse quand même sur un passage assez long pour avoir les données de average, etc. Et du coup, voilà, souvent je mixe, enfin je mixe et je master à -6 sur ce genre d'analyseur. Et tu retrouves le -6 ici. En fait, ici, sur le kick bass, en général, j'essaye d'aller à -6, voire légèrement plus. Et là, tu vois qu'on est, on est en mode cheval parce que ici, le kick bass, il tape à -2, tu sais. Enfin, le kick. Donc voilà, mais en général, voilà, je prends comme repère -6 ici sur le Spectrum, -6 ici sur le Loudness Meter. Voilà. Voilà, ici sur le Loudness Range, j'aime bien être quand même assez bas, parce que c'est vrai que souvent quand tu regardes les références, tu es souvent à 0,1. Donc ça, faut faire gaffe à pas non plus avoir trop de range. Ensuite, voilà, tu as la dynamique, les LUF, etc. Et tu as du true peak. Tu vois, moi j'ai du true peak à 1.1. Et la référence, elle avait du true peak aussi à 2. Mais comme elle était en MP3, là, le true peak aussi peut être renforcé par le MP3. Donc c'est quelque chose à pas prendre à la lettre. Par contre, tu peux te mettre du true peak, il n'y a pas de souci, tant que c'est propre en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. Je pense que je t'ai suffisamment montré les choses. Il faut savoir que ce track, en fait, je fais jamais ça. Normalement, mes masters, ils sont comme ça. Après, je les sors. Et là, du coup, en fait, j'ai envie un peu de prendre un cours avec Helmut Odn, qui lui est spécialisé dans le master, surtout trans, psy-trans. Et il bosse bien. Et du coup, moi, ce que je voudrais, là, c'est pas avoir un master, je m'en fous, mais on va faire un stem mastering ensemble sur un de mes projets, sur ce projet. Parce que il va me dire en fait, il va me dire mais les conneries que je fais, tu vois. Donc je vais lui envoyer les stems et puis une petite vidéo ou même la vidéo là qu'on vient de faire, mais ça va être trop long, il va pas se taper toute cette vidéo là parce que lui, je pense qu'il a pas trop le temps de faire ce genre de. Mais je vais lui faire une vidéo très courte en fait pour lui montrer ma chaîne de travail pour que lui, il se dise ah ok, là c'est sûr il a cette erreur, mais oui, et puis qu'il puisse m'en parler pour que je reproduise plus et que je progresse, tu vois. Donc je considère que c'est, tu vois, même je te disais, ça fait 26 ans que je fais du son, et encore maintenant, je vais me payer des formations auprès de gens que je considère des grands du domaine, et pour apprendre, quoi, tout simplement, parce que c'est sûr que quand t'aimes, t'as toujours envie de progresser, et puis il y a toujours moyen de progresser, parce que voilà, c'est sûr que j'aurais pu progresser beaucoup plus vite justement en faisant beaucoup plus de contacts, etc. Mais avant, j'osais pas. En fait, j'osais pas, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose aussi que j'aime bien te dire, c'est de vraiment pas hésiter à contacter des gens, même si t'as pas de thunes, tu vois. Parce que les gens, avec quelques messages, en fait, tu vas prendre plein d'informations et qui peuvent être gratuites. Et si tu peux te mettre des thunes, justement, un budget pour progresser, mets-toi un budget pour progresser, tu contactes des gens et pac, tu lui dis vas-y, tu peux me donner un cours, mais j'ai un son, est-ce que tu peux me faire un master, tu peux me faire un mix, et voilà, et c'est comme ça que tu vas progresser énormément, quoi. Voilà, bon je te dis à plus, j'espère que la vidéo était pas trop longue et puis que ça t'a plu. Si tu peux mettre des commentaires, etc., moi ça me fait plaisir, quoi. Allez, bye.